Eh bien, merci d'avoir accepté cet échange, cet entretien. Un premier temps, je vais vous poser quelques questions et puis ensuite, nous passerons la parole à la salle pour quelques questions. Il y a aussi le QR code hein, qui est toujours là présent et les questions arrivent sur mon application, donc n'hésitez pas. Donc, je ne vous représente plus. Cédric l'a fait, hein, directrice exécutive d'Europol depuis 2018. Auparavant commissaire général de la police fédérale belge et vous avez consacré voilà, toute votre carrière à la protection du public et de la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre société. Peut-être que vous pouvez revenir sur Europol, l'émergence d'Europol et son évolution ces 25 dernières années. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis très fière d'être ici. Et oui, comment est-ce que Europol est né? En fait, c'était une demande des policiers même, policiers et gendarmes au niveau européen qui se disaient on ne peut pas rester toute seule dans notre pays, il faut collaborer et il faut avoir un lieu sécurisé où on peut échanger les données. Et puis, on a eu la chance du chancelier Kohl qui avait dit, oui, moi je veux un FBI européen. Et c'était parce que on avait les discussions sur le Schengen Area et donc il a dit si on a la liberté de transport des gens, des biens et tout, il faut avoir plus de sécurité au niveau de l'Union et c'est pour ça que Europol a été créé pour la sécurité au niveau de l'Union européenne. Cette année-ci, on a donc fêté notre 25 années d'existence et on est responsable pour appuyer les pays dans la lutte contre la crime organisée et le terrorisme. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on n'a pas de pouvoir exécutif. On appuie les pays dans les analyses, dans l'innovation. On met les données ensemble et on utilise aussi beaucoup de nouvelles technologies dans ce domaine-là. Donc ça, en fait, c'est Europol. On a beaucoup de confiance, je dois dire, des pays européens et des services de police et de gendarmerie surtout, les douanes aussi, parce que tout le monde sait, quand tu viens chez Europol, il y a une solution pour ta problématique. Et l'esprit est très ouvert à aider et à appuyer les gens dans les enquêtes de tous les jours dans les domaines terrorisme, cybercriminalité et crime organisé. Donc Europol, évidemment, a vu ses missions évoluer, se transformer au fil des menaces aussi qui pèsent sur l'Europe. Vous avez su vous adapter. Comment cette évolution s'est-elle manifestée de façon très concrète en termes opérationnels, justement? Qu'est-ce qui a vraiment évolué, changé et quelles sont les menaces actuelles qui sont les plus pressantes aujourd'hui pour le monde européen? Mes prédécesseurs m'ont dit, il y a 25 ans, ils étaient 5 personnes pour discuter comment est-ce qu'on va organiser l'agence, parce que l'agence était organisée par les pays. Maintenant, on est 1700. Donc, on a quand même agrandi. Et les menaces auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est vraiment le numérique, donc la digitalisation et la globalisation. Donc, on voit que la sécurité interne de l'Union européenne est vraiment impactée par tout ce qui arrive au niveau mondial, les guerres, les grandes forces. On voit aussi que la crime organisée, comme on l'a connue, je dirais simple, pas si simple, mais les grands groupes étaient vraiment des criminels. Maintenant, de temps en temps, ce sont quand même des groupes qui sont instrumentalisés par des pays tiers dans une sorte de guerre hybride et pour déstabiliser en fait l'Union européenne. Ça, c'est ce qu'on voit. Et au niveau technologie, donc on est très conscient du fait et on aime bien la vie privée. Et la vie privée doit être protégée à tout moment, dans toutes les circonstances. Mais pour les services de police, ça devient quand même très difficile d'avoir accès aux données qu'on a vraiment besoin pour nos enquêtes. Parce que c'est plus le fait qu'on n'a pas de données, il y a trop de données, mais on n'a pas toujours accès aux données qui sont, par exemple, maintenues par les grandes firmes en Amérique, comme Meta, comme Apple. Donc, les grandes firmes qui ont en fait accès à beaucoup plus de données personnelles que les services de police. Et pour nous, ça devient vraiment difficile d'avoir accès aux données dont on a besoin parce que
On a des ordres de juge, par exemple, mais les données qu'ils nous fournissent sont encryptées et donc il faut avoir des spécialistes pour décrypter. Et pour un simple viol, un simple viol n'est pas évident, mais on n'a pas les gens spécialisés dans le décryptage pour toutes les menaces auxquelles on est confronté. Oui, donc ça demande aussi des moyens, des ressources supplémentaires à travers ces opérations de réseaux de communication cryptés, alors qui, j'imagine, inondent tous les secteurs de grand banditisme à l'échelle européenne. Quels sont les risques associés à ces réseaux? Comment la police, les législateurs et le secteur privé peuvent-ils faire face à ces menaces? Quels sont vos moyens? Vous avez parlé des lettres de mission ça ne suffit pas? Oui, donc au niveau RH, il faut avoir les gens, les experts. Donc la fonction police n'est plus la fonction police d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 4% de la population avait accès à l'Internet. Maintenant, c'est 70%. Donc tout le monde utilise en fait les possibilités, les médias sociaux et tout. Les policiers doivent avoir une vue sur ce qui se passe, doivent comprendre aussi ce que c'est la digitalisation. Donc, on doit vraiment avoir un agenda de digitalisation pour les services de police. Ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, on doit comprendre ce qui se fait au niveau mondial, au niveau développement technologique, et puis on doit avoir aussi la législation. Donc, la législation n'est pas à l'heure actuelle en balance quand on compare la vie privée et les nécessités de la justice et des services de police. Donc là, il faut avoir la discussion, qu'est-ce qu'on veut avec la société, qu'est-ce qu'on veut avec l'Union européenne et comment est-ce qu'on va rebalancer la vie privée et les possibilités pour la justice et les services de police. Donc ça, c'est une réglementation au niveau européen pour forcer les opérateurs privés à délivrer des données non cryptées, si possible. Oui, c'est ça. Et aussi, je trouve que le secteur privé a aussi une responsabilité sociétale. Quand vous achetez des jouets pour vos enfants, vous pouvez être sûr que c'est sécurisé. C'est sécurisé. Mais donc, quand vous achetez un ordinateur et vous donnez accès à votre enfant pour avoir accès au niveau mondial, vous n'êtes pas sûr que c'est sécurisé. Donc, nous, on demande aussi d'avoir une vraie discussion avec le secteur technologique pour discuter sur la sécurité des systèmes qu'ils mettent en place, les systèmes de communication de toutes sortes. Et on n'a pas ce dialogue aujourd'hui. On a le dialogue, mais on n'a pas assez de possibilités de forcer en fait les grandes joueurs. Vous n'avez pas les leviers, voilà, c'est ça. Il n'y a pas le levier qu'on a besoin. Ça fait référence à un article dans la revue du CDSE, justement sur ce sujet-là, sur la coopération aussi avec le secteur privé qui est de plus en plus importante. Voilà, quand même, comment peut-on faire pour améliorer cette relation, cette coopération avec le secteur privé pour avoir plus de levier, justement? On a donc une bonne coopération, par exemple, avec les banques. On a le Europol Private Public Partnership. Et dans ce partnership, on donc échange des informations stratégiques et des informations tactiques, pas d'informations personnelles naturellement. Mais ça marche très bien, on a régulièrement des réunions, et il y a une confiance entre les services de police et les banques, ça marche. On a aussi des groupes d'aviseurs pour le cybercrime area, par exemple. Là, on travaille ensemble avec les grandes firmes pour être au courant des développements au niveau mondial, pour voir comment est-ce que les criminels peuvent utiliser les nouvelles technologies et comment est-ce que les services de police doivent réagir à ça. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réagir et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec le secteur privé pour protéger en fait la société et pour avoir plus de sécurité aussi dans le domaine digital. On a aussi maintenant, on a la nouvelle législation de Europol qui a été décidée pendant la présidence française en 22-23. Et donc, dans cette législation, et c'est grâce aux Français qu'on a la possibilité de coopérer maintenant avec le secteur privé et d'échanger des données personnelles.
Donc, on peut recevoir à l'heure actuelle des données personnelles du secteur privé et on peut travailler sur ces données-là, ce qui est très important pour le futur. Mais je pense pour le futur à long terme, il faut avoir une législation qui force les grands firmes technologiques à coopérer avec le secteur public, avec les services de police et de la justice quand c'est nécessaire pour les enquêtes. Et ça, on n'a pas vraiment les leviers comme vous avez dit. Et je rebondis, vous avez parlé de la protection des données personnelles avec les banques, évidemment, mais c'est aussi une question qui se pose avant d'aller plus loin sur des exemples concrets. C'est effectivement les forcer à délivrer des données tout en préservant aussi l'intimité des personnes. C'est ce qui a été aussi évoqué avec le réseau Telegram. C'est quel équilibre on trouve entre avoir des données stratégiques pour vous, pour lutter, et en préservant aussi les données personnelles. Ce qu'on fait, par exemple, avec les banques, quand on voit qu'il y a un groupe organisé chinois qui est actif dans le secteur financier, on essaye d'établir les critères qu'on doit reconnaître comme banque et comme service de police pour détecter le groupe. Et ça sont les sortes d'échanges qu'on fait. Et après, on a les profils et on peut travailler avec les profils services de police et banques. Et ça, je pense, j'y crois vraiment, je pense que c'est le futur. Est-ce que vous avez des exemples concrets, des exemples opérationnels justement de coopération pour arriver à mieux lutter contre ces fraudes, ces mythes? Il y a quelques semaines, j'étais à Singapour. Naturellement, Singapour n'a pas la même législation que l'Union européenne. Mais donc, pour la lutte contre le blanchissement d'argent, par exemple, les banques travaillaient directement ensemble avec les services de police dans le même office. Et donc, c'était les gens des directions sécurité qui donc étaient recrutés par les services de police, mais qui travaillaient pour les banques. Et dans un temps direct, il y a l'échange d'informations sur les dossiers qui sont en cours. Et pour moi, ça, c'est une très bonne pratique. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir la confiance, secteur privé, service de police, pour vraiment s'échanger sur le spot les données pour attaquer la criminalité. Est-ce que vous voyez d'autres exemples sur d'autres domaines de risques, peut-être des risques qui peuvent toucher aussi les entreprises? Oui, je pense au niveau cybercriminalité, ce que nous devons faire plus, les services de police, tirer les conclusions de nos affaires et les échanger avec le secteur privé pour que vous pouvez prendre les mesures préventives nécessaires. Ça, ce n'est pas en ordre à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a dans d'autres pays, d'autres organisations au niveau international, des solutions innovantes, des benchmarks à réaliser sur des choses que vous aimeriez, alors vous en avez déjà donné pas mal, des choses que vous aimeriez pouvoir faire, mais qu'est-ce qu'il faudrait activer comme levier, des choses qui fonctionnent bien à l'étranger? Je pense vraiment que au niveau analyse des données, donc nous, on reçoit des terabytes de données quand on a de grandes affaires comme SkyECC, vous aviez entendu parler, je pense, EncroChat ou des casus dans le domaine de la cybercrime comme Emotet. Donc, on reçoit énormément de données et là, ce serait un avantage pour nous de pouvoir compter dans les capacités d'analyse de certaines firmes privées qui ont les capacités d'analyser des terabytes de données. Nous, on n'a pas toujours ça au niveau de services de police. Et aussi, je vois énormément de possibilités pour développer des technologies innovantes qui peuvent être utilisées par les services de police et qui sont cohérents avec les protections des données, la législation sur les protections des données. Alors, j'étais avec un gentil hacker il y a une quinzaine de jours. Est-ce que vous avez des gentils hackers chez vous qui travaillent pour vous? Parce que c'est toujours important d'avoir ce temps d'avance aussi sur la criminalité cyber. Est-ce que vous faites appel à ce genre de service? Oui, on a ce type de gens et on les cherche activement dans le cyberspace, en fait. Ouais.
Vous avez mentionné que votre changement de règlement en 2022, certaines nouvelles législations européennes permettent une meilleure coopération publique-privée sur ces questions sécuritaires. Est-ce qu'il y a d'autres changements que vous attendez? Vers quoi on peut aller en termes de réglementation? Donc, il faut reconnaître que tout ce qui arrive à l'extérieur de l'Union européenne a un impact sur la sécurité de l'Union européenne. On a vraiment des difficultés de collaboration avec des pays tiers, par exemple avec l'Afrique. On n'a pas de coopération avec l'Afrique à l'heure actuelle. C'est très mauvais parce que pour la migration, par exemple, c'est essentiel d'avoir des contacts au niveau police là aussi. Donc, il faut revoir le système de protection de données parce que on parle toujours d'avoir un niveau équivalent au niveau de l'Union européenne. Donc, si tu veux travailler avec le monde entier, il faut adapter nos règles aussi un peu et chercher des solutions au lieu de chercher des problèmes. Donc là, je vois une grande possibilité pour le futur. Et aussi, je pense que dans certains domaines, par exemple, quand on parle de Interpol, qui est un peu politisé, mais nous, Europol, on a besoin d'Interpol parce que Interpol a un réseau international. Donc, de temps en temps, il faut laisser les policiers faire et avoir donc une possibilité de discuter entre professionnels et laisser le monde politique dehors. Et ça, on ne peut pas perdre pour le futur, mais c'est un grand défi. Merci bien. Je propose de partager avec vous, public, dans la salle, peut-être vos questions ou vos retours d'expérience en tant que directeur de la sécurité d'entreprise ou travaillant. Est-ce que vous avez eu des relations avec Europol ou est-ce que vous pourriez en avoir dans vos activités? Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet ou demande d'informations. Eh bien, un grand silence s'abat sur cette assemblée. Bien, écoutez, donc vous êtes bien. Merci. Alors, nous allons vous aborder le micro. Si, bonjour, Émile Pérez, EDF, pour quelques jours encore. La coopération policière n'est jamais très simple. La coopération entre les services d'application de la loi, les services de police et de gendarmerie et le secteur privé, l'est encore moins. Nous avons la chance, pour beaucoup d'entre nous ici, d'appartenir au secteur privé désormais en venant du secteur public. Comment peut-on vous aider au niveau d'Europol, mais au niveau de l'ensemble des services de police et de gendarmerie de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à renforcer cette production nécessaire pour lutter contre le crime, sachant que, comme vous l'avez dit, il est important de créer des lieux où la confiance règne. Confiance pour réaliser ce que nous avons à faire, c'est-à-dire sécuriser les intérêts de l'ensemble des ressortissants européens, mais également de l'ensemble des collaborateurs et de l'ensemble de nos entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas là une nécessité de travailler toujours plus ensemble dans la confiance? Merci beaucoup, Monsieur Pérez, pour la question et j'en suis tout à fait d'accord. Il faut créer des liens encore beaucoup plus forts. Ce que j'ai constaté, j'ai démarré en 2018 avec ma position à Europol et mon grand souci et mon grand rêve, c'était en fait d'être sûr que Europol peut vraiment donner un appui opérationnel aux services de police dans les pays. Donc, on n'est pas quelque chose qui est là, bureaucratique, qui fait des analyses stratégiques, mais pour le reste, rien. Donc, on a maintenant 3000 opérations par an qu'on appuie au niveau européen et les services de police. Ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas toujours accès aux données essentielles des faits qui se passent au niveau local. Par exemple, les nitazines, le trank, les drogues qu'on voit dans certaines communes
qui n'ont pas le lien direct avec le niveau national et qui ne sont pas mis à notre attention. Donc, l'échange d'informations du niveau national vers Europol, ça marche déjà, mais on n'a pas une vue globale sur ce qui se passe sur le terrain vraiment. Et aussi, avec le secteur privé, il y a quelques années, on a eu par vous, avec les chefs de police, tous les chefs de police de l'Union européenne, un exercice sur le blackout au niveau de l'Union européenne. Et qu'est-ce que nous, services de police, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va collaborer ensemble? Donc, moi, je suis convaincue aussi avec les grandes firmes qui sont responsables pour le transport des containers, par exemple, qu'il faut avoir plus de contacts en direct pour que nous, services de police, peuvent comprendre encore plus quels peuvent être les acteurs criminels derrière et comment est-ce qu'il faut les attaquer et comment est-ce qu'on va les attaquer ensemble. On a l'année passée instauré le Port Alliance. Donc ça c'est le secteur privé, ce sont les ports et ce sont les services de police qui discutent ensemble comment est-ce qu'on va couvrir en fait toute la panoplie de nos responsabilités, prévention jusqu'à la répression. Et comment est-ce qu'on va travailler avec l'Amérique du Sud, par exemple, comme Union européenne. Donc, ça sont vraiment les plateformes qu'il faut mettre en place, mais il faut faire beaucoup plus. Donc, je pense, avec l'accès privilégié de policiers dans certaines firmes, cette coopération sera possible. Nous, Europol, on ne travaille pas directement pour le citoyen, on travaille toujours via le service de police national et via le Europol Desk, on appelle ça. Donc, nous, on doit toujours passer via le point unique dans un pays au niveau service de police, mais avec eux, il y a aussi cette compréhension, on l'a déjà constaté, de s'engager beaucoup plus avec le secteur privé parce que tout le monde est conscient du fait, toute seule, on n'est rien. On doit créer le réseau pour combattre le réseau et le réseau aujourd'hui n'est pas complet. C'est-à-dire que les directeurs de sécurité qui sont dans la salle peuvent avoir un lien direct avec vous pour vous faire remonter des risques. C'est ça que vous attendez d'eux? Ils peuvent faire ça immédiatement vers nous ou via le point national. Ouais. Très bien. Alors, quelques questions arrivées sur la plateforme. Quelle relation entretenez-vous avec les autorités judiciaires nationales et les juridictions européennes? Donc, on a une étroite collaboration avec EPPO, par exemple, le European Prosecutor's Office, dans tous les domaines de corruption contre les intérêts de l'Union européenne. On travaille pour eux, on fait les analyses pour eux avec les pays membres. Et dans les grands dossiers, les magistrats nationaux sont déjà impliqués dès le début. On a donc des Joint Investigation Teams ou on a des Operational Task Force où le pays décide ce qu'on peut faire avec une information parce que Europol n'est jamais propriétaire d'une information. Donc, nous, on offre des services, on fait la coordination, on fait les analyses, on donne les experts parce qu'il y a beaucoup d'experts à Europol. Et donc, mais c'est avec les pays qu'on développe les grands casus et qu'on développe le plan d'attaque en fait contre un groupe criminel. Est-ce que vous pensez que dans le milieu des entreprises, milieu privé, cette relation avec Europol est suffisamment connue aujourd'hui? Est-ce que l'on sait, par exemple, vers qui se tourner chez Europol pour justement avoir cette relation, si je repars sur le secteur? Non, c'est pas connu. C'est pas assez connu. Donc, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui avec nous. Très bien. Donc, il y avait cette question-là. Et puis, dans la salle, est-ce que, voilà, deux mains qui se lèvent. Écoutez, le premier qui a le micro aura gagné. Donc, je pense qu'on va prendre, mais je reviens vers vous juste après. Là. Oui, bonjour, je suis Aude Leroy, journaliste indépendante. Madame, vous dites que vous avez besoin d'une législation qui force donc les grands opérateurs, les GAFAM, j'imagine. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce qu'il y a déjà un début de législation ou est-ce que c'est encore dans les limbes?
Donc, je crois qu'on va avoir l'aide de la Commission parce que Mme van der Leyen, la présidente de la Commission, a dit qu'il est indispensable pour les services de police d'avoir accès aux données qu'ils doivent avoir pour les enquêtes contre le terrorisme et la crime organisée. On a eu le High Level Working Group qui a été instauré pendant la présidence des Suédois. Le travail de ce groupe est presque terminé et donc ça va servir pour discuter au niveau européen qu'est-ce qu'on doit changer, quelle est la législation qu'on aura besoin dans le futur. Mais à l'heure actuelle, je vous dis, les services de police n'ont pas assez. À un moment donné, on va devenir aveugle parce qu'on n'a pas assez accès aux données et on ne peut pas utiliser les nouvelles technologies assez rapides à cause des problèmes avec les protections des données. Mais vous avez réussi avec Telegram notamment. Vous avez réussi. Vous avez réussi, la France. Ah, c'est la France. Très bien. Bon. Et on a une collaboration avec Telegram sur tout ce qui est terrorisme online, ouais, et avec d'autres players aussi. Mais là, on a une législation spécifique. On a le Terrorist Content Online Directive et ça nous aide vraiment à forcer les plateformes de collaborer avec nous et donc d'éliminer le contexte illégal en ligne dans les 24 heures. Merci bien. Oui, alors ça y est, je crois que le micro est reparti de votre côté. Merci bien. Yvan de Mesmaeker, secrétaire général de l'EXA. Madame le directeur exécutif, chère Catherine, on en a déjà parlé quelques fois, et ça rejoint un peu la question d'Émile aussi, je crois. Quelle est la possibilité d'avoir vraiment un échange d'informations? Parce que là se pose toujours le problème. Et je sais bien qu'aussi bien Europol qu'Interpol n'est pas maître de ces informations. Ça vient toujours d'un tiers parti. Mais au niveau du concept, puisqu'il existe, par exemple, la structure des habilitations de sécurité pour des informations classifiées. Maintenant, je sais aussi que les informations judiciaires, c'est autre chose. Et je sais que les magistrats, et je suis bien placé pour le savoir, ne sont pas les gens les plus faciles. Mais est-ce que là aussi, on pourrait avoir un mécanisme dans lequel on pourrait avoir un genre d'accréditation de personnes, tout comme les habilitations de sécurité, et qui pourrait justement permettre un échange beaucoup plus ouvert d'informations? Merci. Merci. Donc, Yvan, à l'heure actuelle, grâce au changement de notre réglementation, on peut recevoir des informations du secteur privé. Mais on ne peut pas vous donner une réponse. Donc, on n'est pas dans la capacité, Europol, de vous donner si on connaît le gars dans notre système. Ça, c'est la nouvelle législation, c'est reconnu. Donc, ça veut dire qu'on a quand même fait un grand pas. Maintenant, pour 25, on est en train d'élaborer notre stratégie spécifique pour la coopération avec le secteur privé. Donc, on consulte d'abord les pays, les services de police dans les pays, comment est-ce qu'eux, ils voient la chose. Parce que vous devez comprendre aussi qu'un pays et les services de police, ils veulent savoir aussi ce qui se passe dans le secteur privé sur leur territoire. Donc, il y a une collaboration là aussi. Et nous, on va voir comment on peut améliorer la situation de l'échange d'informations avec le secteur privé dans notre nouvelle stratégie, et j'y crois vraiment. Alors, pour aller peut-être plus loin dans le même sens, une autre question. Europol est donc appelé à croître. Pouvez-vous nous en dire plus et quelles évolutions juridiques sont impliquées dans ces développements attendus? Oui, ça aussi, la présidente, dans ses guidelines politiques, elle a déclaré qu'elle veut doubler les ressources d'Europol. Donc, c'est vraiment une reconnaissance du fait que la coopération policière au niveau de l'Union européenne est extrêmement importante et c'est aussi une reconnaissance au niveau sécurité intérieure. On doit faire beaucoup plus de ce qu'on fait maintenant. Et elle a aussi dit qu'elle veut avoir une agence fully operational. Donc, nous, on ne pense pas qu'elle veut dire avec ça qu'on doit avoir un FBI,
avec des pouvoirs exécutifs, avec le pouvoir de faire des arrestations ou des perquisitions. On est en train de développer, moi j'ai demandé en fait au chef de police de l'Union européenne de se mettre ensemble et de réfléchir à ce que vous avez besoin, quelles sont les attentes envers du niveau européen et où est-ce qu'on doit investir. On doit investir certainement dans le research et development, dans l'innovation. On doit trouver des solutions pour les services de police pour gérer les données, les informations qu'on reçoit le soir de jour à jour. On doit avoir un kind of single point of contact pour certains services étrangers, parce que se référer à 27 pays, au lieu de se référer à un partenaire au niveau international, c'est plus facile de temps en temps. Et c'est aussi une demande du secteur privé de pouvoir discuter avec nous dans l'intérêt de tous les pays et de tous les services de police. Donc, on réfléchit à ça. Je pense aussi, quand on parle, par exemple, du réseau d'officiers de liaison et de la possibilité de collaborer vraiment dans les sujets et avec les informations de l'Amérique du Sud, d'Équateur, de Mali, par exemple, qu'il faut avoir des gens sur place, pas seulement des pays, mais aussi d'Europol. Et là aussi, je pense qu'on doit travailler dans un système encore plus de complémentarité et essayer de ne pas dupliquer ce qu'on a déjà, mais essayer de vraiment travailler avec les pays tiers aussi, encore plus quand je compare ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous êtes 1700 aujourd'hui. Demain, vous allez être encore plus... 3000. Ouais. Et des ressources... Pas demain, je pense. Pas demain, après demain. Les ressources viennent de l'Union européenne aujourd'hui? Les ressources viennent de vous. Donc, l'argent de l'Union européenne vient des pays. Donc, mais c'est la Commission qui fait une proposition sur notre budget. Et le Parlement et le Conseil, ils en discutent et puis ils ont l'avis final. Et ça, c'est comme ça que se compose notre budget. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Ou une demande, une attente? Eh bien, je me tourne vers l'application. Vous allez envoyer des questions. Donc, Europol est-il saisi d'un nombre croissant de problèmes concernant les établissements de santé? Voilà, donc les établissements de santé présents dans la salle se demandent s'il y a de plus en plus de problèmes cyber, de trafic de médicaments onéreux, par exemple. Est-ce que ce sont des risques qui émergent au niveau européen? Oui, tout à fait. Chaque année, on a des opérations contre les médicaments, les faux médicaments, par exemple. On a aussi des actions quand même importantes contre les animaux en danger. On travaille aussi sur la contrefaçon vêtements, contrefaçon médicaments. Et on travaille pour ça ensemble avec l'agence à Alicante, aussi une agence européenne qui est spécialisée dans ce domaine-là. Nous, on prend le côté police et eux, ils prennent le côté prévention. Ils nous payent aussi. C'est 10 personnes, je pense, qu'ils mettent à notre disposition vraiment pour le faux, la contrefaçon et aussi des médicaments et aussi la santé. Dans le secteur de l'agroalimentaire, là aussi, une question sur les activistes type spécistes qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça aussi, vous voyez émerger ce... Oui, et on a beaucoup de discussions avec les pays là-dedans parce que on a aussi une compétence terrorisme et extrémisme violent. Donc, les groupes sont définis par les pays et suite à cette définition, on peut y travailler ou pas. Et donc, on a eu un incident avec un pays qui avait défini un groupe comme violent extrémiste. On l'avait mis dans notre rapport sur le terrorisme et on a eu le monde entier derrière nous pour cette définition. Donc, c'est très tendu et il faut vraiment, parce que
dans un premier vue, on dit toujours c'est de l'ordre public et l'ordre public, c'est pas dans le mandat d'Europol. Mais maintenant le monde est en train de changer, donc il y a des liens entre ces groupes-là et par exemple l'extrême droite, l'extrême gauche, même le djihadisme, de temps en temps. Donc il faut vraiment monitorer ça et on essaye d'aider les pays là-dedans et de discuter sur ce qui se passe et est-ce qu'il y a vraiment une déstabilisation de l'État dans le loop de ces organisations, parce que quand on parle de déstabilisation, on peut commencer à réfléchir au niveau extrémisme. Est-ce qu'il y a, enfin, pour terminer, d'autres risques, des signaux faibles qui émergent, qui pourraient demain revenir en premier plan? Oui, on voit de plus en plus de vandalisme dans beaucoup de pays. Donc, les seuls faits de vandalisme ne sont pas mentionnés dans les rapports journaliers des services de police. Maintenant, ça commence quand même dans les pays baltiques, par exemple. Il y a énormément de vandalisme et quand vous regardez un peu plus loin, de temps en temps, c'est vraiment instrumentalisé par les grands pays. Est-ce que vous avez encore un dernier message, un souhait, peut-être pour les personnes qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui? Oui, la sécurité est extrêmement importante. Si vous n'avez pas une société saine et sécure, vous n'avez pas le développement de la commerce. Donc, je pense que tout le monde travaille pour le même but, la sécurité de nos sociétés, le fait que les gens peuvent se sentir libres d'expression, et c'est pour ça qu'on doit se battre tous les jours. Merci beaucoup pour ces messages. Merci à vous, Catherine Debonne.